Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, le son est bon. Bonjour, merci de votre présence nombreuse sur un sujet qui est d'actualité et qui, je crois, est d'actualité pour longtemps. Et on a déjà dans cette même salle parlé de la Chine et je pense que c'est un sujet qui est un sujet que l'on va suivre. Tout de suite, comme information, les intervenants qui sont là signeront leur livre à la fin de notre conférence à 12h30 à l'espace librairie qui est ouvert. Et je rappelle, d'habitude, on termine le matin ces journées géopolitiques de Nantes. Mais là, on a introduit une session supplémentaire qui démarrera à 14h, puisqu'il y a le directeur du CAPS, le Centre d'analyse et de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay, avec d'autres diplomates qui sont là. Et l'idée, c'est un peu de montrer c'est quoi le métier de diplomate, c'est quoi le Quai d'Orsay, à quoi sert un diplomate, comment se fait le métier de... vers un peu, disons, comment ça se passe à l'intérieur de la machine. Donc je vous invite à venir nombreux à cette table ronde après à 14h, si vous voulez connaître les dessous du Quai d'Orsay et savoir comment y postuler pour les étudiants qui sont là, par exemple, et comment, au concret, au quotidien, se fait le métier de diplomate. Je ne présente pas les intervenants, vous avez leur notice biographique, le tout c'est d'aller vite et de permettre le temps du débat et de vous permettre le temps des questions. Grosso modo, pour faire court, le duel Chine-États-Unis est certainement quelque chose qui va structurer les relations internationales pour les années qui viennent. Et ce qu'on appelle le piège de Thucydide, cette théorie de plus en plus en vogue, qui est venue finalement remplacer comme leitmotiv du débat stratégique ce qui était le choc des civilisations auparavant ou la fin de l'histoire. Ce n'est donc pas la fin de l'histoire parce qu'il y a ce duel Chine-États-Unis. Est-ce que c'est un choc des civilisations auquel on assiste? Mais en tous les cas, maintenant, dès que l'on parle géopolitique, on parle tout de suite du piège de Thucydide. Donc, très brièvement, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler, l'auteur de l'histoire des guerres du Péloponnèse avait dit que la guerre était devenue inéluctable entre Sparte et Athènes à partir du moment où Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes. Les deux ont disparu finalement du fait de cet affrontement et la question est de savoir si on peut transposer ce duel Sparte-Athènes dans le duel Chine-États-Unis. À chaque fois que la puissance numéro 1 se sent rattrapée par la puissance numéro 2, est-ce qu'il y a un affrontement ou est-ce qu'il y a un arrangement ? Graham Allison cite 4 cas où ça ne s'est pas mal passé, lorsque l'Espagne double le Portugal, lorsque l'Angleterre est doublée par les États-Unis, lorsque au niveau intereuropéen, l'Allemagne double la France et le Royaume-Uni, et aussi, là, mais c'était dans la même famille, lorsque l'URSS rattrape les États-Unis et que Nixon et Kissinger disent du coup il faut faire la détente avec l'URSS, puisque l'URSS nous rattrape et que nous sommes affaiblis. Or là, la Chine rattrape les États-Unis. En 2001, lorsque la Chine adhère à l'OMC, elle pèse 10% du PIB américain. Elle en pèse aujourd'hui 70%. Au plus fort de la guerre froide, l'URSS n'a fait que 40% du PIB américain. Et il y a aujourd'hui, de la part de la Chine, la double menace qui était inquiétante pour les Américains dans les années 80. La menace technologique venait du Japon, la menace stratégique de l'URSS. Là, la Chine incarne la réunion, la réunification de ces deux menaces technologiques et stratégiques. Donc, est-ce que l'on va vers une nouvelle détente ou est-ce que l'on va vers l'affrontement? La lecture de la presse va plutôt dans le sens de l'affrontement, même s'il y a parfois des bonnes nouvelles. Et là, mais en même temps, ça rappelle un peu, on se croirait presque à Checkpoint Charlie. Hop. Alors, excusez-moi. Voilà, c'est qu'il y a une sorte d'échange de prisonniers qui a été fait. On n'est pas à Checkpoint Charlie, mais la fille du fondateur de Huawei a été libérée et deux diplomates ou analystes canadiens qui étaient emprisonnés pour tout à fait d'autres raisons que l'emprisonnement en Canada de la fille du fondateur de Huawei et ont été aussi libérés fortuitement, j'imagine, puisqu'il n'y avait pas de lien entre les deux affaires. Bon, voilà. On va commencer tout de suite. Vous êtes là pour entendre les invités. Je vais commencer par toi, Antoine. Brièvement, est-ce que pour toi, l'affrontement Chine-États-Unis est devenu inéluctable et surtout, quelle forme peut-il prendre? Est-ce que c'est la guerre ou est-ce qu'il va prendre d'autres formes qu'une guerre? Merci Pascal, et c'est un plaisir de pouvoir intervenir de nouveau au Géopolitique de Nantes. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que la relation Chine-États-Unis, c'est la relation bilatérale la plus importante. Il y a une petite dizaine d'années, quand on expliquait ça, les gens souriaient, entre guillemets. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en a parfaitement conscience. Il faut bien comprendre que du point de vue chinois, il y a une obsession sur les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. En réalité, la fin de la bipolarité, l'effondrement de la menace de l'URSS et donc de la menace soviétique, puisqu'il faut se rappeler que dans les années 60-70, c'était l'URSS qui représentait du point de vue chinois la principale menace extérieure, fait qu'à partir des années 90, on a une obsession chinoise sur les États-Unis. Que ce soit pendant la première guerre du Golfe,
que ce soit à la fin des années 90, pendant les conflits en Yougoslavie et notamment le bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade, il y a une obsession sur les États-Unis et l'idée que les États-Unis vont tout faire pour empêcher la poursuite du développement chinois. Cette obsession sur les États-Unis, elle se poursuit dans les années 2000 et la crise d'il y a un peu plus de 10 ans, la crise économique et financière de 2008, 2009, 2010, va inciter les Chinois à considérer que non seulement cet affrontement va être de plus en plus inéluctable, mais surtout que le rapport de force va de fait s'accélérer, puisque les États-Unis sont considérés comme un déclin relatif et les Chinois comme de fait une puissance émergente. Et en réalité, la crise de la pandémie mondiale aujourd'hui n'est que, entre guillemets, la troisième étape de ce monde entre guillemets post-guerre froide. Et aujourd'hui, on a non seulement une Chine qui a beaucoup plus de capacités qu'auparavant. Par exemple, juste un chiffre, en l'espace de 20 ans, le budget militaire chinois a été multiplié par 6 à 7, quand le budget militaire au Japon ou à Taïwan, lui, stagnait. Donc la Chine a bien plus de capacités qu'auparavant. Et puis surtout, la Chine, désormais, met en avant son modèle, non pas pour diffuser son modèle dans le reste du monde, ce n'est pas la priorité, mais pour convaincre en interne, en Chine, évidemment, que le modèle aujourd'hui politique en Chine est supérieur au modèle politique aux États-Unis, et notamment dans les démocraties. Et la pandémie, évidemment, a été un facteur complémentaire. Donc, il y a, entre guillemets, du point de vue chinois, évidemment, l'idée que cette compétition et cette confrontation entre la Chine et les États-Unis, elle est, entre guillemets, inéluctable et qu'il faut, comme le dit Yen Xuetong, qui est le doyen de l'université des études internationales au sein de l'université de Tsinghua, dit qu'il faut résoudre, entre guillemets, le dilemme de l'ascension. Le dilemme de l'ascension, c'est comment la Chine peut continuer à poursuivre son émergence tout en évitant un conflit avec les États-Unis. Et ça, c'est évidemment dans les années qui viennent, ce qui va être fondamental du côté chinois, d'autant plus que côté américain, là-dessus, l'idée d'une confrontation, elle est évidemment parfaitement acceptée, parfaitement légitimée. Vous avez un consensus bipartisan aujourd'hui aux États-Unis, il faut être très clair sur les questions chinoises, et je conclurai là-dessus avec l'actualité. On a aujourd'hui une nouvelle séquence qui s'ouvre aux États-Unis. Vous avez eu il y a 10 ans, il faut se rappeler du discours de novembre 2011 du président Obama devant le Parlement australien à Canberra, où il annonce le retrait d'Irak, le retrait d'Afghanistan, ça aura pris 10 ans de plus, mais surtout la stratégie de rééquilibrage des États-Unis vers l'Asie-Pacifique, aujourd'hui l'Indo-Pacifique. Ce qui vient de se passer ces dernières semaines, en réalité, c'est la fin de cette première séquence de 10 ans. Vous avez eu le retrait d'Afghanistan, qui de fait clôture désormais les 2 guerres américaines au Moyen-Orient. L'annonce de l'accord, on en reparlera peut-être plus tard, AUKUS, donc avec Londres, Canberra et Washington. Et puis, hier, le premier sommet Quad présidentiel en présentiel à Washington. Et donc on entre désormais dans une nouvelle dynamique et clairement, à mes yeux, la confrontation entre les deux va être de plus en plus importante, même si ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une guerre entre la Chine et les États-Unis. Merci Antoine. Sylvie, sur ce même sujet. Oui, merci Pascal, et très heureuse de vous voir aussi nombreux aussi aux géopolitiques de Nantes sur la Chine. Avant, ça n'intéressait personne. Quand on a fait nos études et qu'on pensait que c'était un pays qui avait un avenir, ce n'était pas partagé. Je crois que la notion de piège de Thucydide correspond à la réalité. Et en fait, ça s'accompagne d'une paranoïa du côté américain, le côté monomaniaque, obsessionnel par rapport à la Chine, et du côté chinois également, une hubris qui est finalement la caractéristique des superpuissances et qui peut être dangereuse à terme. Alors, est-ce qu'on est dans une confrontation? Certes, pas nécessairement militaire, mais je voudrais revenir sur la notion de guerre froide, parce qu'on ne cesse de parler de guerre froide, et on nous explique que ce n'est pas une guerre froide parce que c'est très différent de la guerre froide avec l'Union soviétique. Pour les raisons indiquées par Pascal, c'est tout à fait vrai, mais en même temps, on est bien dans une guerre froide. Et on est dans une guerre froide multidimensionnelle. Il y a eu une guerre commerciale tout à fait compréhensible, j'oserais dire de bonne guerre, mais il y a également une guerre qui est technologique,
pour des raisons de sécurité, mais pas seulement, parce qu'il y a un refus de voir la Chine devenir la première puissance technologique au monde, et l'affaire de Huawei est assez emblématique à cet égard. Huawei n'est pas seulement interdit aux États-Unis, mais les Américains font pression pour que ce soit interdit également dans l'ensemble des pays occidentaux. Le Royaume-Uni a dû faire machine arrière sur ce sujet. C'est une guerre aussi à dimension diplomatique et idéologique. Avec l'Union soviétique, c'était essentiellement militaire et idéologique, la lutte contre le communisme qui était obsessionnelle à tel point qu'on a armé les moudjahidines et les talibans contre l'Union soviétique. Cela dit, le constat aussi, c'est que finalement, les relations, hors crise des missiles de Cuba, les relations étaient plus cordiales, plus prévisibles à l'époque de l'Union soviétique et y compris même avec la Chine communiste. Donc c'est évidemment le sujet qu'il va falloir traiter et l'aspect idéologique vient des Américains, pas des Chinois. Parce que comme l'a dit Antoine, bon, ils veulent prouver à leur population que leur système est meilleur, mais ils ne cherchent pas à imposer leur système, alors que les Américains, oui, parce qu'ils sont messianiques et qu'il y a cette idéologie, effectivement, des démocraties qui sont d'ailleurs difficiles à identifier. Je ne suis pas sûre que tous les pays qui en sont membres sont des véritables démocraties. Donc on est effectivement dans une guerre froide, même si elle est de nature différente. D'ailleurs, même Guterres disait que c'était imprévisible. Juste la référence à un petit sondage qui a été fait récemment par l'ICFR, un think tank européen. Et en fait, 30% seulement des Européens, enfin 62% des Européens pensent que les États-Unis et la Chine sont dans une guerre froide, mais seulement la moitié pense que l'Union européenne et la Chine sont dans une guerre froide. Et quand on considère les différents pays, parfois c'est uniquement 10% qui considèrent que leur propre pays est dans une guerre froide. Donc je pense qu'on évoquera plus tard la question des relations Union européenne-Chine. Tout à fait. Et c'est vrai que pendant très longtemps, moi j'étais contre cette idée de plaquer cette notion de guerre froide qui était spécifique de la relation soviéto-américaine avec des camps, etc. Mais le langage et le fait aussi, heureusement c'est froid, mais de plus en plus on a l'impression qu'on rentre, quelque chose qui était faux devient de plus en plus vrai, ne serait-ce que par l'agressivité langagière entre les deux capitales. Agnès, sur ce sujet ? Alors, sur la guerre froide, d'abord, je suis très contente d'être ici aussi pour pouvoir participer à ce débat. Sur la guerre froide, j'avais également le sentiment précédemment que c'était une extension un peu rapide, un peu facile, et qu'elle se précise aujourd'hui. J'aurais envie de revenir sur le terme d'obsession que vous avez employé. Je pense qu'effectivement, le background de tout ça, c'est des années d'obsession du côté de la Chine pour parvenir à un niveau équivalent à celui des États-Unis, voire supérieur. C'est très ancien, ça date aussi de Mao, l'idée qu'un jour il va falloir surpasser l'Occident. Et je pense que ça, malgré tout, ça sous-tend toute cette énergie, cette agressivité nouvelle, où les discours d'ailleurs de plus en plus construits, et il faut se rendre compte de cela, c'est que la propagande chinoise est de mieux en mieux faite, sur la capacité de la Chine, grande nation, grand pays, à prendre sa place dans le monde. Alors, sur la situation actuelle, il faut effectivement espérer que ça ne se transformera pas en guerre. Néanmoins, on observe tout à fait, moi je dirais, la mise en ordre de bataille d'un certain nombre de partenaires. Il n'est quand même pas complètement anodin non plus que l'Iran ait rejoint l'organisation de coopération de Shanghai récemment, que la Chine se prépare à soutenir le gouvernement des talibans. Et là, on voit bien effectivement que l'option n'est pas idéologique, puisqu'il devrait être au contraire totalement horrifié à l'idée de s'allier à un État religieux de cette sorte. Et que donc on va avoir, on a quand même la formation d'une espèce d'arc d'alliance, en tout cas de coopération, hein, qui comprend quand même aussi toute l'Asie centrale, qui va être aujourd'hui face à un arc constitué entre les États-Unis, qui s'appuie sur l'Australie, et l'Angleterre, avec toute une possibilité d'alliance régionale déjà existante.
on n'est pas du tout certain de la manière dont ça va évoluer. Ce qui est certain, c'est que oui, ça va structurer le débat à venir. Merci Agnès. Barthélémy, guerre froide, affrontement inévitable, et quelle forme d'affrontement? Merci Pascal. Moi, je suis également ravi d'être parmi vous. Je suis un des provinciaux ici, donc ça me fait plaisir d'aller dans une autre province, de partir de Lille pour rejoindre Nantes, pour effectivement transmettre un petit peu ce que l'on peut étudier à Paris ou ailleurs. Et je pense que c'est une démarche qui est à la fois salutaire et très appréciée, à en juger par le nombre de personnes ici présentes. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, les trois interventions. C'est peut-être le privilège d'être le dernier à m'exprimer sur cette question. Pour tout dire et pour éviter de répéter ce qui a déjà été dit, je ne crois pas personnellement à cette idée de guerre froide qu'on nous martèle avec beaucoup d'insistance à l'heure actuelle. Je pense peut-être malheureusement que la situation est plus grave que la guerre froide. On l'a dit avec la possibilité de détente ou de dialogue entre l'Union soviétique et les États-Unis pendant cette période, une détente qui était, je dirais, articulée autour tout simplement d'une ligne rouge, d'un partage du monde et donc des responsabilités qui étaient assumées par l'une ou l'autre des deux puissances dans un cercle lui-même identifié. Là, c'est beaucoup plus important puisque c'est une question de suprématie mondiale. C'est une question de leadership à échelle internationale et le défi de la puissance chinoise, ce n'est pas celui de l'Union soviétique, à savoir un régime autoritaire, un régime oppressif, un régime qui va faire peser potentiellement une menace sécuritaire sur un certain nombre de démocraties. C'est un défi qui va concerner tout simplement l'évolution de nos sociétés, potentiellement, dès lors que la Chine accède de facto au rang de première puissance mondiale. Il faut tout de même rappeler que nous sommes les témoins actuellement d'une situation qui est historique. À savoir que la Chine, en devenant la première puissance mondiale, à la fois économique et puis à bien des égards aussi politique, puisque le politique va accompagner cette transition de puissance économique, eh bien, c'est la première fois depuis plus de 2 siècles que la première puissance économique mondiale ne sera pas une démocratie, ni un modèle que l'on va qualifier de libéral, et encore moins une puissance occidentale. Donc ça pose à la fois des questions en matière de modèle politique, de modèle économique, et puis de modèle culturel ou de civilisation, pour reprendre effectivement les propos qui sont ceux de cette guerre de civilisation à laquelle je ne souscris pas nécessairement. Donc c'est plus profond, c'est plus important qu'une guerre froide. Et je souhaiterais effectivement qu'on dépasse un petit peu ce propos qui consiste à revenir à des grilles de lecture qui me semblent, à titre personnel, totalement inadaptées à cet enjeu, à ce défi, pour poser les vraies questions de savoir est-ce que nous sommes prêts à accompagner cette transition de puissance et le faire sans que cela, évidemment, ait une conséquence profonde sur nos sociétés, sur nos démocraties, sur nos valeurs, et par conséquent, comment cohabiter avec cette présence chinoise. Par conséquent, la question du piège de Thucydide, qui est effectivement évoquée notamment dans cet ouvrage de Graham Allison, politologue américain, me semble non seulement assez hasardeuse, mais surtout déplacée. Déplacé dans la mesure où on reprend finalement des formules anciennes pour essayer de penser une situation qui n'a absolument rien à voir dans son ampleur avec les différents exemples que va mentionner Graham Allison. On nous parle finalement simplement de compétition entre puissances et puis de voir comment est-ce que celui qui est sur le déclin, relatif mais réel, va réagir face à la puissance ascendante. Or, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas uniquement, j'ai envie de dire, le duel Chine-États-Unis qui certes est structurant, qui certes est aujourd'hui omniprésent dans le paysage géopolitique, mais je pense nécessaire de sortir un petit peu de ce piège qui consiste à partir du principe que tout va s'articuler autour de la relation pacifique ou non entre ces deux pays. Merci. Alors, on peut peut-être distinguer 3 phases dans les relations Chine-États-Unis. La première, dans la période récente, la première phase, c'est une alliance de fait contre l'Union soviétique, à une époque où Nixon et Kissinger ne s'embarrassent pas trop du respect des droits de l'homme en Chine, mais c'est une alliance stratégique pour contrer l'ennemi numéro 1 qui est l'URSS. Ensuite, après les années 90, il y a bien sûr le froid après Tiananmen, mais dans la fin des années 90, avec Clinton, début des années 2000, c'est l'espoir qu'on va associer la Chine au monde occidental, que l'on va occidentaliser la Chine et que le doux commerce va amener une libéralisation du régime chinois, voire une occidentalisation du régime chinois.
Et puis là, on a un peu l'impression que dans finalement la période actuelle, le deal est cassé. Le deal, et je voudrais que vous réfléchissiez là-dessus, le deal c'était la Chine ne conteste pas la suprématie mondiale des États-Unis et les États-Unis ne s'occupent pas du régime chinois. Et aujourd'hui, eh bien, on voit que ce deal est cassé puisque la Chine dit très clairement depuis Xi Jinping qu'il veut être la puissance numéro 1. Et les États-Unis, qui n'étaient pas très regardants avec ce qui se passait en Chine auparavant en termes de droits de l'homme, en font une arme de bataille. Est-ce que c'est ce deal qui a été brisé qui explique, Antoine, la phase actuelle? Je suis tout à fait d'accord sur le changement de pied des Américains, et que ce soit l'administration Trump ou l'administration Biden, le constat il est le même. Quand le conseiller national à la sécurité adjoint, Matt Pottinger, qui est un spécialiste de la Chine, venait à Paris à la fin du mandat de Trump, ce qu'il nous expliquait en off à l'époque, alors maintenant l'administration n'est plus, donc entre guillemets on peut en parler, c'était de dire que c'était la fin du narcissisme stratégique des États-Unis. Le narcissisme stratégique, c'était de penser que les Américains avaient un modèle tellement attractif que la Chine d'elle-même changerait. Non pas que la société deviendrait démocratique, mais en tout cas qu'il y aurait une libéralisation sur le plan politique et sur le plan économique. Et le constat qui a été fait à la fin des années 2010, c'est que c'est un échec à la fois sur le plan politique et sur le plan économique, puisqu'en ce moment, on est dans une période, il faut être très clair, de fermeture du pays sur le plan politique et d'une reprise en main sur le plan économique. L'administration Biden est sur le même pied, entre guillemets, puisqu'elle dit que c'est la fin de la période d'engagement, l'engagement étant une référence notamment à la politique de la fin des années 90. Et donc oui, les Américains considèrent aujourd'hui que la Chine n'est pas un rival systémique, comme nous on le dit, mais un rival stratégique. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui a à terme la capacité de remettre en cause l'hégémonie de fait américaine, l'influence américaine notamment vis-à-vis des grands pays développés, et ça nécessite du point de vue américain non seulement d'accroître la confrontation directe avec la Chine, de le faire sur les questions militaires, sur les questions technologiques, et ça c'est vraiment fondamental, c'est vraiment l'enjeu des années à venir, et l'ensemble des nouvelles lois qui sont passées aux États-Unis visent notamment à limiter les coopérations scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines sensibles, notamment dans toutes les technologies à double usage, etc. Mais les Américains vont plus loin, parce que l'objectif désormais c'est de rallier d'autres pays à cette cause. Donc il y a plusieurs formats qui existent, du format le plus poussé au format le moins poussé, entre guillemets. Et l'alliance AUKUS, entre guillemets, doit être lue aussi dans cette grille-là. Ce qui se passe aujourd'hui avec le Royaume-Uni et l'Australie, ce sont grosso modo ces trois pays qui sont prêts à aller le plus loin. C'est-à-dire aujourd'hui à entrer dans une alliance militaire, industrielle, technologique, pour faire face à la Chine. Il faut être extrêmement clair. Vous avez un échelon inférieur qui est le format Quad. Donc avec l'Inde, le Japon et l'Australie, ce n'est pas une alliance. L'Inde reste sur une politique de non-alignement, de non-alliance. Donc ça, c'est très important. Ça ne va pas se transformer demain en alliance, mais c'est une coopération entre quatre pays qui font face à l'émergence de la Chine et qui coopèrent sur les questions militaire en partie, puisque c'est comme ça que ça a été présenté au début, mais également sur les questions économiques, les questions technologiques. Et je vous invite à lire le communiqué qui a été publié hier, qui lance des initiatives sur les questions des infrastructures, la question des vaccins, la question des technologies, etc. Puis vous avez un échelon encore inférieur, j'ai envie de dire, c'est par exemple la coopération avec l'Europe. Et les pressions aujourd'hui américaines, elles visent notamment à accroître la coordination transatlantique pour faire face à la Chine. Alors, les différents pays européens réagissent de fait de façon très variée. Vous avez des pays comme la France, par exemple, qui a une politique non pas ambiguë vis-à-vis de la Chine, mais qui essaye d'être extrêmement équilibrée. Et en cela, elle reprend, entre guillemets, ce qui a été fait d'un commun accord au niveau européen, c'est-à-dire 3 dimensions dans la relation, partenaire de coopération, compétiteur économique et le fameux rival systémique. Puis d'autres pays qui ont tendance aujourd'hui à entrer plus dans la confrontation avec la Chine, à s'aligner davantage sur les États-Unis. C'est par exemple le cas de la Lituanie, qui a, il y a quelques mois, annoncé l'ouverture d'un bureau de représentation de Taïwan sur son territoire. Alors en soi, rien de nouveau, entre guillemets. Il y a quasiment une vingtaine de pays membres de l'Union européenne qui ont une représentation diplomatique de fait, même s'il n'y a pas de relation diplomatique entre ces pays-là et la République de Chine, entre parenthèses Taïwan. Mais les Lituaniens ont décidé d'appeler ça Bureau de représentation de Taïwan et non de Taipei, qui est le nom qui est utilisé par Tourne Europe, qui a été évidemment un message envoyé à la Chine, des réactions chinoises extrêmement vives, et c'était avant tout un message envoyé de la part des Lituaniens
aux Américains. Et y compris dans ce cadre transatlantique, on a une coopération qui s'accroît. Vous aurez dans quelques semaines ce qu'on appelle le EU-US Business and Tech Council. Donc l'objectif, c'est aussi de se coordonner sur les questions commerciales et technologiques pour faire face à la Chine. Et donc ce qui est intéressant, c'est, entre guillemets, non pas ces alliances, mais ces partenariats à géométrie variable que les États-Unis sont en train de mettre en place pour faire face à la Chine. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les Européens n'ont pas un intérêt à faire face à la Chine, entre guillemets, sur certains sujets, mais ça veut dire qu'il y a avant tout un intérêt américain à convaincre un grand nombre de partenaires de fait de se rapprocher, de se coordonner avec Washington sur ces questions-là. Sylvie, deal cassé entre les termes de l'accord entre Pékin et Washington ? Je ne sais pas si c'était véritablement un deal. Est-ce que ce n'était pas plutôt une immense illusion des Occidentaux? Et cette illusion a commencé au moment de la chute du mur de Berlin, comme la fin de l'histoire, la victoire de l'Occident. On a fait exactement la même erreur vis-à-vis de la Russie. Il y a eu une table ronde tout à l'heure sur ce sujet-là. Et donc, pour la Chine, qui est une puissance continentale, un empire, qui a à peine connu la démocratie, une autre forme de démocratie, il n'était pas question de changer de système ou de mode de vie, même si depuis, disons, surtout 2015, les choses se sont considérablement durcies en interne en Chine. Je crois que ce qui a paniqué les Américains, c'est Made in China 2025. C'est ce programme, effectivement, de montée en puissance de la Chine, de montée en gamme, en particulier sur le plan technologique, et qui a suscité cette réaction très forte. Et les États-Unis, on parlait tout à l'heure c'était de narcissisme. Il y a eu effectivement cette époque de l'hyperpuissance où ils pensaient qu'ils étaient le modèle universel. Et aujourd'hui, se sentant menacés, alors Antoine dit que c'est pas des alliances, c'est peut-être pas des alliances, mais c'est quand même une logique d'alliance. Et AUKUS porte ce nom-là. Et on a tendance, bon, ils cherchent évidemment à rallier les Européens, d'où une question qu'on évoquera sans doute tout à l'heure, mais on a l'impression dans leur discours que la Chine est totalement isolée. Or, la Chine, elle, est hostile aux alliances. En revanche, elle a établi un partenariat sans précédent avec la Russie. Un Chinois disait récemment dans un think tank que les relations entre la Chine et la Russie n'avaient jamais été aussi bonnes depuis la Grande Catherine II. Donc, moi j'ai connu, puisque je vivais en Russie à ce moment-là, une période... Pardon ? Non, pas la Grande Catherine, même si j'avais un superbe portrait dans l'ambassade. Et je crois effectivement que aujourd'hui, les relations ont quand même changé de nature. Quand je suis arrivée, on disait c'est pas une alliance, c'est pas un partenariat, c'est une entente conjoncturelle, puisqu'évidemment les relations sont asymétriques entre les deux pays. Mais depuis, ils ont une coopération dans le domaine militaire, ils font des exercices militaires communs, une coopération dans le domaine spatial, et surtout, ils s'allient sur la scène internationale et aux Nations Unies contre les initiatives des Occidentaux. Alors, sans compter le cercle d'amis constitué par la Chine, au Moyen-Orient, en Afrique surtout, où systématiquement ces pays votent pour les candidats chinois et pour les positions chinoises. Et un point qui est quand même assez symptomatique, c'est quand il y a eu la réunion de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique. Les Occidentaux demandaient des déclarations sur la situation des Ouïghours et les pays islamiques ont dit « Ah mais non, pourquoi ? Il n'y a pas de problème, nos ambassadeurs y sont allés » et donc il n'y a rien eu dans le communiqué. Et la Turquie n'a pas hésité à conclure un accord d'extradition avec la Chine, alors qu'elle a 50 000 Ouïghours sur son territoire. Donc je crois que quand on regarde le monde, il faut en avoir une vision qui n'est pas idéologique, mais une vision fondée sur la réalité, même si on a tous des préjugés, des biais cognitifs. Mais je crois qu'il faut vraiment regarder les faits tels qu'ils sont. Merci. Alors, Sylvie parlait de ce rapprochement Russie-Chine qui est spectaculaire, surtout si on se rappelle que ces deux pays se sont
lorsqu'ils étaient tous les deux communistes, se sont fait la guerre en 69, enfin une mini-guerre, mais quand même. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment très rapprochés. Il y a un débat aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une erreur si la Chine est vraiment le défi stratégique majeur des États-Unis? Est-ce que ce n'est pas une erreur de pousser les Russes dans les bras des Chinois? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt de ramener les Russes? Mais d'un autre côté, cela permet aussi de présenter une alliance des démocraties d'un côté contre un axe autoritaire. Donc par rapport à cette dialectique États-Unis, ce triangle Chine, États-Unis, Russie, qui est quand même l'une des questions stratégiques majeures depuis maintenant 50 ans, Agnès, comment tu vois l'évolution récente? Un petit peu complexe. Merci. Cette question, elle est apparue relativement clairement au moment où la rencontre Chine-États-Unis s'est mal passée en Alaska et où on s'est immédiatement dit les Chinois se tournent vers les Russes et réciproquement pour répondre aux États-Unis. Mais comme le dit Sylvie Berman, ça fait quand même une bonne dizaine d'années, voire plus, que l'on voit la Chine et la Russie s'opposer à toutes les résolutions qui leur déplaisent aux Nations Unies, ensemble, ouvertement ou pas, l'un prenant la tête, l'autre suivant, et réciproquement. Cette alliance-là, c'est effectivement c'est renforcé aussi avec les sanctions américaines contre la Russie. Les États-Unis ont quasiment poussé Moscou dans les bras de Pékin de ce point de vue-là. Donc, les États-Unis, bizarrement, soit le font de manière volontaire, pensée, réfléchie, soit par réflexe. Mais effectivement, ils ont eu un rôle décisif dans la coagulation presque d'une espèce de non-alliance déclarée, mais alliance de fait, dans ce qui est en train, malgré tout, et je suis d'accord, j'ai des réserves sur la notion de guerre froide, mais dans ce qui semble commencer à se constituer comme un bloc. Je voudrais quand même revenir une toute petite seconde sur la question précédente et sur l'échec des États-Unis à transformer la Chine. Malgré tout, les États-Unis n'ont peut-être pas transformé le pouvoir chinois, mais les Chinois, eux, se sont transformés à partir de la fin des années 90 et dans la première décennie de ce siècle, terriblement, rapidement. Ils se sont ouverts, ils ont changé, ils ont eu une presse active, des avocats, une société civile qui s'est formée. C'est bien justement là probablement un des éléments forts qui a poussé le pouvoir chinois à revenir à un régime bien plus autoritaire et plus préoccupé de sa force en tant que puissance. Donc, malgré tout, le contact avec l'Occident a eu un effet sur la Chine. Merci Bart, tu travailles aussi bien sur l'Asie que sur les États-Unis. Est-ce que on n'est pas en train de casser ce qu'avaient fait Nixon et Kissinger? Leur politique était de dire on prend le plus faible, à l'époque la Chine, on l'attire vers nous pour contrer le plus fort, à l'époque l'URSS, et peu importe les questions de respect des droits de l'homme, on fait de la géopolitique. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de pousser le plus faible, désormais la Russie, dans les bras du plus fort, ce qui est des fois un peu gênant pour Poutine, mais il n'a pas trop le choix non plus. Donc est-ce qu'il n'y a pas une inversion de ce qui s'était passé auparavant? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être payant, parce qu'au moins c'est une vision nette entre démocratie et axe autoritaire, mais est-ce qu'en dehors de l'Europe, c'est quelque chose qui peut payer en Amérique latine, en Asie? Est-ce que cette vision des choses s'impose? Alors, je crois, pour répondre à cette question, que Sylvie Berman disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure qui m'a interpellé, à savoir cette grande naïveté dont l'Occident et les États-Unis en particulier ont pu faire l'objet dans leur traitement de la Chine et dans leur appréciation des évolutions à la fois du régime politique et de la posture de la Chine à l'international. Cette naïveté, elle est évidemment reflétée par le désastre de Hong Kong.
où on s'attendait véritablement, avec beaucoup de naïveté, à une transition en douceur, à quelque chose qui puisse finalement nous amener à avoir un pays de système perdurer et permettre à la société hongkongaise de pouvoir mettre en avant ses spécificités. Or, on voit bien que côté chinois, le plan était clairement établi dès le départ, et donc il y a eu un véritable malentendu ou une incompréhension qui n'a pas été suffisamment assimilée du côté des Occidentaux, et ce, dès les années 1980. C'est un petit peu la même chose sur la montée en puissance de la Chine. On a eu la naïveté sans doute de croire qu'à partir du moment où on la faisait rentrer à l'OMC, on allait effectivement l'occidentaliser, si on peut dire ainsi, ou en tout cas la faire rentrer dans un système de valeurs et un modèle qui serait le modèle occidental. Nous nous sommes trompés sur ces questions-là, et de son côté, la Chine a évidemment marqué son affirmation de puissance, à la fois dans les faits. On l'a assez dit, au cours des 40 dernières années maintenant, la Chine a perpétré ce qui est un véritable miracle économique, une ascension absolument fulgurante, mais aussi et surtout dans le discours, dans cette affirmation. Et on est effectivement très loin de l'époque où les États-Unis se tournent vers la Chine comme un pays à, entre guillemets, intégrer dans le système international et dans le modèle occidental pour faire face à ce qui est perçu comme une menace principale, l'Union soviétique. On peut aussi, d'ailleurs, à la fin des années 1990, début 2000, faire mention du terrorisme, où les États-Unis vont se tourner aussi vers la Chine dans cette guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette configuration. Donc effectivement, la naïveté a vécu, et le dialogue, par conséquent, a lui aussi vécu. Nous nous retrouvons dans cette confrontation, dans cette absence de dialogue, dont la rencontre d'Anchorage en mars dernier est la principale manifestation. Moi, j'ai été assez abasourdi par l'absence de capacité de dialogue entre les deux parties. Anthony Blinken, côté américain, qui va établir toute la liste de griefs qui sont évidemment légitimes d'un point de vue occidental, mais qui sont tout simplement la négation du dialogue avec ses interlocuteurs chinois. Et puis la réponse de Yang Jiechi, conseiller d'État, ancien ministre des Affaires étrangères chinois, qui est d'une fermeté absolument implacable aussi, en disant en gros, vous ne représentez pas le monde, vous ne représentez même pas le monde occidental. Donc on est là aussi dans une volonté véritablement de rompre le dialogue. Et donc entre cette naïveté, je dirais, déçue, et cette affirmation de puissance de plus en plus décomplexée, on l'a déjà dit, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, on voit bien que la Chine a un discours de plus en plus engageant, de plus en plus arrogant à bien des égards. Eh bien, ça nous fait effectivement aboutir à cette situation qui est une logique de bloc. Donc oui, ce n'est pas la guerre froide, de mon sens, comme j'ai pu le préciser, parce que ce n'est pas comparable à ce que nous avons assisté pendant la guerre froide, mais c'est potentiellement plus grave, parce que ça va affecter l'ensemble des équilibres internationaux et la capacité, effectivement, si on y prend garde, de voir des alliances, des partenariats, enfin peu importe finalement le nom qu'on va y donner, mais des logiques d'association qui pourraient se traduire par des problèmes de sécurité majeurs. On pense notamment à Taïwan, entre autres. Alors Sylvie en parlait, c'est aussi un peu le propos de Barthes. L'Europe dans tout ça, quel est le choix pour l'Europe et pour la France? Est-ce qu'il faut choisir son camp et en disant nous sommes une démocratie, les États-Unis aussi, la Chine ne l'est pas, donc c'est assez simple? Ou est-ce qu'il faut se dire attention, est-ce qu'il n'y a pas une volonté américaine de faire monter les tensions pour justement solidifier une alliance contre la Chine, et est-ce qu'on doit se laisser embarquer dans cela? Donc quelles sont les marges de manœuvre à la fois de la France et de l'Europe, sachant que on peut espérer que la France est une voix à faire entendre en Europe, et par rapport à ce duel annoncé que vos différentes interventions montrent, auquel on n'échappera pas dans l'année qui viennent, quelle peut être la politique de l'Europe vis-à-vis de ce duel annoncé? Antoine. Ce qui est important de rappeler pour commencer, puisque c'est des discussions qu'on a souvent avec nos interlocuteurs en Asie, c'est de rappeler quelque chose d'assez basique. Les Européens ne sont ni alignés sur les États-Unis ou la Chine, ni équidistants, entre guillemets, entre Pékin et Washington. Donc l'idée n'est pas entre guillemets, de toujours refuser de choisir son camp, d'être toujours neutre, etc.
les intérêts des Européens n'est pas de s'aligner sur les États-Unis, point barre, puisque nous avons des intérêts qui sont parfois divergents des États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'on met à équidistance la Chine et les États-Unis? Non, et les Européens répètent très fréquemment qu'ils ont évidemment, en termes de système politique, de valeurs, d'intérêts, une coopération bien plus étroite avec les États-Unis qu'avec la Chine. Donc, je vous le disais tout à l'heure, les Européens ont un triptyque, entre guillemets, dans leur relation avec la Chine depuis 2019 et l'adoption par la Commission et le Conseil du terme de partenaire de coopération, compétiteur économique et rival systémique. Et aujourd'hui, très clairement, il y a une évolution côté européen de prise de conscience des défis de la puissance chinoise, pour reprendre le nom de la table ronde, et de la nécessité peut-être de faire plus attention à certains partenariats, notamment par exemple dans le secteur des sciences et des technologies. Et le paradoxe, je le dis souvent de façon un peu caricaturale parfois, c'est que c'est quand même paradoxal d'avoir à la fois un embargo depuis Tiananmen sur les armes à destination de la Chine, tout en formant dans les universités européennes une partie des ingénieurs de l'armement chinois. Donc il y a aussi des contradictions dans la politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. L'enjeu aujourd'hui, il est évidemment pas de remettre en cause la relation bilatérale entre l'Europe et la Chine, il est de défendre les intérêts européens quand il le faut et de coopérer avec la Chine sur des grands sujets internationaux. On parle toujours du changement climatique, mais il y a évidemment bien d'autres enjeux. La stratégie aujourd'hui de l'Union européenne, elle est quand même d'essayer de jongler dans cette bipolarité qui s'annonce entre d'un côté la nécessaire relation avec la Chine et de l'autre côté la nécessité de renforcer les relations avec les puissances, entre guillemets, les autres grandes puissances dans la région. C'est tout le concept d'Indo-Pacifique. Alors on peut être en désaccord avec l'idée même du concept d'Indo-Pacifique, mais l'idée des Européens, il faut être très clair, c'est vis-à-vis de l'Inde, du Japon, de la Corée, des pays d'Asie du Sud-Est, etc., de renforcer les relations, non seulement parce que c'est une région fondamentale en termes économiques. Aujourd'hui, c'est 2/3 de la croissance économique mondiale se fait là-bas. À l'horizon 2035, les 2 milliards de nouvelles classes moyennes seront à 90% dans la zone. Et donc, c'est une zone évidemment fondamentale pour les intérêts de l'Union européenne. Mais l'objectif, encore une fois, il n'est pas de s'opposer frontalement à la Chine. Et c'est en cela que AUKUS, du point de vue européen, et notamment du point de vue français, est quelque chose avec lequel il n'y aura pas de coordination. Les Français ne vont pas rejoindre une alliance trilatérale entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on se place, les Européens, y compris dans la région. Alors, pour aller très très vite, quand certains parlent de troisième voie sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de troisième voie sur le plan sécuritaire. L'Europe n'a aucune capacité militaire dans la région, si ce n'est la France. Et c'est pour ça que, pour les Français, l'Indo-Pacifique est important. On est le seul pays de l'Union européenne à avoir non pas des ressortissants, mais des citoyens français dans des territoires français dans la zone. Il y a 7000 militaires déployés de façon permanente. C'est quasiment 90% de l'espace maritime français qui se trouve dans la zone. Donc le cas de la France est spécifique et vraiment unique. Mais pour les Européens, sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de troisième voie. Alors sur les questions de sécurité maritime, de cyber et autres peut-être, mais pas sur les questions vraiment au cœur de la rivalité militaire. Par contre, sur tout le reste, sur les questions économiques, les questions technologiques, les questions environnementales, les questions d'aide au développement, là les Européens ont non seulement un rôle à jouer, mais ils ont une valeur ajoutée considérable. Et juste pour conclure, je pense qu'il est important aussi pour les Européens parfois de prendre un peu confiance en eux et d'avoir conscience de la réalité. La réalité, c'est que 60% de l'aide publique au développement dans le monde vient d'Europe. La réalité, c'est que l'Europe reste une superpuissance économique et notamment commerciale. La réalité, c'est que l'Europe, en termes scientifiques et technologiques, même si, entre guillemets, on a l'impression d'avoir raté le tournant du digital et du numérique, reste une superpuissance. Et donc, pour les pays d'Asie du Sud-Est, pour l'Inde, pour y compris le Japon, la Corée, l'Europe garde non seulement des atouts considérables, mais peut représenter, entre guillemets, une troisième voie dans ces questions économiques et technologiques pour sortir un peu du choix un peu binaire entre États-Unis et Chine. Merci. Alors, si la France rejoignait AUKUS, c'était vraiment payer la chambre à pas avoir été cocu quand même. Hein. C'était un peu quand même beaucoup demandé. Sylvie, sur cette idée, que doit faire l'Europe par rapport à ce duel? Quelles sont nos marges de manœuvre et quel devrait être le projet politique européen vis-à-vis de cela? Je crois qu'Antoine l'a très bien dit, hein, ni alignement, ni équidistance, mais simplement autonomie stratégique de l'Union européenne, c'est-à-dire une capacité d'analyse autonome, une capacité de décision et d'action autonome. Alors ce n'est pas facile, hein, parce qu'on sait très bien que l'Europe est divisée, qu'il y a des pays qui sont extrêmement atlantistes, y compris parmi ceux qui avaient développé des relations privilégiées avec la Chine. Donc ce sera une discussion
difficile, mais si on ne veut pas disparaître de l'histoire de la carte, c'est la seule voie possible et qui n'est pas non plus une troisième voie. Il y a des moments où on s'associera avec des positions américaines et d'autres où on défendra nos intérêts propres, y compris sur le plan économique. Mais sur le plan économique, il y a souvent une forme d'hypocrisie parce que les Américains qui adoptent, entre parenthèses, des sanctions extraterritoriales qui nous visent, qui nous ont visés dans le cas de l'Iran, qui nous ont visés dans le cas de la Russie et peut-être un jour dans le cas de la Chine, eux ne se prévisent pas d'investir. En Russie, c'était les seuls qui avaient augmenté avec la Chine leur part de marché. C'est en Chine, tous les fonds sont présents. General Motors vend évidemment plus de voitures en Chine qu'aux États-Unis. Il y a Tesla, mais c'est pareil de Volkswagen, c'est pareil d'un grand nombre d'entreprises européennes. Elles sont très discrètes aujourd'hui, elles se cachent un peu parce qu'il y a toute cette question autour des droits de l'homme du Xinjiang. Mais en réalité, nos intérêts, et la Chine a été moteur de l'économie mondiale et a contribué également au développement économique européen. Alors, ce qui est intéressant aussi, et c'est un peu paradoxal, c'est que quand la Chine était une puissance montante, mais pas encore dominante, en réalité, on s'était focalisé entièrement sur la Chine, que ce soit l'Europe ou ses États membres. Du coup, on ignorait totalement l'Inde, plus ou moins le Japon, les pays d'Asie du Sud-Est. On a mis en place des canaux de dialogue comme l'ASEM, l'ASEAN. Les ministres d'Asie du Sud-Est participaient à toutes les réunions en Europe ou en Asie. Les Européens ne se présentaient jamais, ce qui d'ailleurs les vexait profondément et à juste titre. Donc cet intérêt nouveau qui est justifié par cette montée en puissance aurait dû en fait intervenir avant, et nous avons intérêt à développer tous les secteurs qui ont été évoqués par Antoine. Alors les Chinois ont développé les routes de la soie. Leur logique au départ, bien sûr, trouver des marchés, ensuite sans doute des infrastructures qu'ils pourraient utiliser à leur compte. Mais en réalité, la logique, c'était de se dire, on a fait des analyses et on voit que ces pays ont toujours besoin d'infrastructures pour leur développement. On ne peut pas se développer si on n'a pas de ports, d'aéroports, de voies ferrées. Bon, c'est le cas en Afrique. Donc ils ont développé ce programme qui a suscité là aussi l'effroi chez un certain nombre de pays, même s'il y a plus de 140 ou à peu près 140 pays qui ont des liens, des accords avec les routes de la soie. Et en fait, on est toujours en réaction. C'est-à-dire que l'Union européenne vient d'adopter un programme, pas seulement l'Indo-Pacifique, mais le programme de connectivité, dont d'ailleurs personne n'a entendu parler, je suis persuadée qu'aucun de vous ne le connaît, et qui porte précisément sur la possibilité, au lieu de donner des leçons sur la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, ce qui n'a jamais marché, il faut bien le reconnaître, aider effectivement au développement d'infrastructures, puisque de toute façon, l'Union européenne est la première pourvoyeuse d'aide au développement dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que les Américains aussi se placent en réaction, parce qu'ils viennent de concevoir un programme qui s'appelle Build Back a Better World, mais en fait, c'est une réaction aux routes de la soie chinoise, et on se trouve dans une situation, et ça montre effectivement que la Chine n'est pas seulement une grande puissance économique et qu'elle a tendance à devenir une plus grande puissance militaire, technologique et autres, mais en termes d'idées aussi, puisque finalement nous nous plaçons aujourd'hui tous en réaction. Merci Sylvie. Agnès, donc sur le rôle de l'Europe, les choix européens. J'ai envie de poursuivre sur la question de la réaction, mais disons à une échelle un tout petit peu différente, qui est celle de la réaction des citoyens. De fait, la position par rapport à la Chine des différents pays, de l'Europe, est un sujet essentiellement traité par la diplomatie, ce qui est normal, extrêmement peu traité par les politiques. On n'a encore pas tellement vu le sujet de la relation à la Chine posé ni dans les débats européens, ni encore moins dans les campagnes électorales présidentielles, par exemple. On a assez peu ouvert la parole à une population citoyenne,
sur la manière dont elle trouve qu'il est juste ou pragmatique ou réaliste ou pas de ne pas se préoccuper du fait que toutes les molécules pharmaceutiques sont produites en Asie, grandement en Chine et beaucoup en Inde aussi, mais en tout cas, ça n'a jamais été porté sur le débat de la politique. Il me semble que cette question-là, effectivement, on intervient toujours un petit peu en réaction avec une Chine qui est toujours un peu fantasmée, c'est-à-dire c'est un objet d'étude, hein, c'est complexe, difficile, lointain, et il y a énormément de grandes forces en présence qui nous échappent effectivement, mais il y a des éléments qui ne nous échappent pas, ce sont ceux de l'ordre de ceux que je viens d'énumérer, et par ailleurs, il y a aussi la question du dialogue et du modèle que Barthélemy évoquait, qui paraît extrêmement importante dans la mesure où les citoyens européens sont de plus en plus soumis aussi, comme ceux de l'Afrique, comme ceux du Moyen-Orient et à d'autres mesures comme ceux du monde entier, à une propagande chinoise de plus en plus intelligente et sur laquelle il nous faut bien réfléchir et sur laquelle il faut bien prendre du recul. Et donc, il me semble que l'une des réactions un peu tardives, mais qu'il faudrait quand même peut-être initier, c'est d'ouvrir le débat sur toutes ces choses-là de manière pragmatique, rationnelle, calme, et en tout cas qui nous place un tout petit peu en dehors de la question eux et nous, dans laquelle le conflit sino-américain voudrait nous entraîner. C'est-à-dire, il y a des choses objectives qui montrent que la puissance chinoise est en augmentation. Il y a des choses objectivement qui nous déplaisent dans leur régime, c'est un fait. Nous tous, en tant que citoyens d'une démocratie, et néanmoins, nous voulons entretenir une relation, parlons-en. Laquelle et comment ? Oui, alors merci. Je souscris pleinement à tout ce qui a été dit précédemment, donc je ne vais pas répéter. Peut-être simplement compléter sur un point qui me semble essentiel ici. Quelle image l'Union européenne et la France, d'une certaine manière, veut renvoyer dans le reste du monde ? On a insisté sur effectivement une forme d'obsession chinoise de l'Occident, une obsession occidentale de la Chine, etc. On a peut-être un petit peu négligé d'autres régions du monde qui ont aussi une carte à jouer, qui ont aussi évidemment une importance, et qui se retrouvent aujourd'hui au cœur de ces compétitions stratégiques planétaires entre Chine et États-Unis, avec d'une certaine manière l'obligation de se positionner d'un côté ou de l'autre, ce qui évidemment ne répond pas du tout à leur intérêt et encore moins à leur logique. On voit par ailleurs que quelle que soit la région sur laquelle on travaille à l'heure actuelle, la réalité de la puissance chinoise est posée. Quel impact sur les sociétés africaines, quel impact sur les développements en Amérique latine, quel impact sur le règlement des conflictualités au Moyen-Orient. À chaque fois, la Chine s'est invitée dans ces différentes régions, là où elle était quasiment absente il y a encore 2 décennies. Donc le défi de la puissance chinoise, c'est aussi celui de se demander quelle va être la répercussion dans ces différentes régions, et donc quel doit être notre positionnement en tant que modèle démocratique, en tant que modèle européen qui a par ailleurs tissé des liens anciens avec un certain nombre de sociétés dans ces régions. Et donc, comment est-ce que nous pouvons nous positionner face à cela ? Et ce qui m'inquiète, c'est effectivement, comme le disait tout à l'heure Sylvie Berman, cette réaction permanente, comme si finalement on n'était pas capable de faire rêver. On parle aujourd'hui de rêve chinois, on a parlé de rêve américain, comme si d'une certaine manière c'était un slogan qui s'adressait à la fois à la population locale, mais aussi au reste du monde. Qu'en est-il du rêve européen ? Que pouvons-nous exactement proposer à ces différentes sociétés ? Et je crois qu'il serait effectivement très utile, non seulement de réfléchir, comme Agnès Godu l'a dit très justement, aux interférences à l'intérieur de nos sociétés européennes, qui sont les conséquences de ces pressions réciproques auxquelles nous devons résister, mais aussi à notre capacité de projection à l'international. Nous sommes respectés par les Chinois, un petit peu moins actuellement par nos amis américains, mais on va partir du principe qu'ils estiment malgré tout que nous sommes importants. En revanche, qu'en est-il du lien que nous avons avec les sociétés africaines ou d'autres régions ?
Merci Bart. On va arrêter, pas la table ronde, mais donner la parole maintenant à la salle. Je vais prendre une série de 3 premières questions. Si elles sont brèves et que les orateurs y répondent brièvement, on pourra prendre une deuxième salle. Donc c'est selon vous. Alors je pense qu'il y a des personnes qui vont passer les micros. Je ne vois pas. Ah voilà. T'es un peu pris de court. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui lève le bras là sur la gauche pour vous en descendant. Voilà. Ah. Bon. C'est pas moi qui passe les micros, donc il ne faut pas m'engueuler, mais c'est difficile de passer les micros parce qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Allez-y, celui qui a le micro a la parole. Bonjour. Merci beaucoup. Une hypothèse et une question, si vous admettez l'hypothèse. Si les États-Unis délaissent en quelque sorte l'OTAN, ou le considèrent plutôt comme un outil pour être tranquille du côté de l'Europe, pas tellement de la Russie, mais plutôt tranquille du côté de l'Europe, et de jeter leur poids dans la région d'Indo-Pacifique. Vous pouvez répéter, parler plus clairement, s'il vous plaît, plus près du micro. D'accord, pardon. Enlevez le masque pour parler. D'accord. Ah oui, ça change. Alors, si on part du principe que les États-Unis s'intéressent de moins en moins à l'OTAN en tant qu'outil contre la Russie, et de plus en plus, par exemple, à AUKUS, ou le dialogue quadrilatéral, en tant qu'outil contre la Chine. Ce serait une évolution, il me semble, bienvenue pour Moscou, mais pas pour Pékin. Qu'est-ce que, d'après vous, ça entraîne pour la relation entre ces deux? Est-ce que ça a un effet pour la relation russo-chinoise? Merci, intéressant, très bien. Une autre question, une deuxième? De l'autre côté, peut-être, on va alterner. Est-ce que vous pouvez vous lever? Oui, moi, je lis les défis de la puissance chinoise et on parle quasiment uniquement du rapport entre les États-Unis et la Chine. Mais il y a un problème qui est mondial actuellement, qui est le problème de la pollution. Il y a la COP26 et je voudrais un peu savoir quelle est la position actuelle de la Chine par rapport à tout cela. Très bien. Car je sais qu'en Chine, il se développe beaucoup plus de choses que l'on pense par rapport à la pollution. Il y a des jeunes Chinois qui s'intéressent à la permaculture. Il y a des jeunes Chinois qui se battent dans les villes pour que la pollution soit moins forte. Il y a des décisions qui sont prises par le Parti communiste chinois pour limoger des gouverneurs qui ne font pas leur boulot à ce niveau. Donc j'aimerais savoir quelle est la position de la Chine actuellement, parce que ça rejoint finalement un problème mondial et qui peut être rassurant au niveau d'une obligation de la Chine et même des États-Unis de collaborer. Très bien, d'accord, merci. Une troisième question? Oui, ça marche là, oui. Une question assez simple. À quand la reconnaissance par les Occidentaux, de façon concomitante si possible, de l'indépendance de Taïwan? Est-ce qu'on va attendre tout simplement que l'île soit envahie et attendre 2049 pour ce faire? Ok. Alors, je propose, Bart répond sur Taïwan. Oui, et puis je me permettrai aussi de répondre à la question environnementale qui m'intéresse beaucoup. On va varier un peu. Réponse ok, bon, désolé. Donc on en reparlera après. Alors sur Taïwan, c'est évidemment le principal nœud sécuritaire et j'insiste d'ailleurs sur le fait que Taïwan est le seul ennemi déclaré de la Chine et vice-versa. Donc quand on s'interroge sur les conséquences stratégiques et conflictuelles de l'affirmation de puissance chinoise et notamment de son outil militaire, c'est évidemment la question taïwanaise qui nous interpelle. On sait par ailleurs que dans les cercles stratégiques chinois, il y a manifesté par un certain nombre de représentants militaires notamment, la volonté, entre guillemets, d'en découdre avec Taïwan. Cependant, il me semble, sans me montrer optimiste de manière excessive, que la Chine n'a pas d'intérêt particulier à se lancer dans une offensive qui non seulement aurait des répercussions immédiates sur la sécurité chinoise, on parle de l'engagement américain bien évidemment, mais les capacités de défense taïwanaises sont également extrêmement importantes, donc les dommages seraient sans doute très lourds pour la Chine, pour un gain qui en plus se traduirait par un isolement, voire une difficulté d'une certaine manière à pouvoir vendre un petit peu ce modèle chinois sur la
la scène internationale. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être l'une des principales leçons de ce que l'on observe depuis maintenant quelques années à Hong Kong et dans quelle mesure ça va affecter l'image de la Chine sur la scène internationale. Donc voilà, sans être optimiste de manière trop excessive, je pense que Taïwan va rester un nœud, va rester un argument, va rester un élément de rhétorique de part et d'autre, mais on ne doit pas par ailleurs occulter la très forte coopération qui existe au niveau économique et commercial en particulier entre les deux entités. Donc voilà, c'est un vaste sujet, mais je m'arrête là. Très bien, réponse courte mais précise. Antoine, sur l'environnement, la Chine et l'environnement. Ouais, alors, sur l'environnement, les défis de la puissance chinoise, il faut bien comprendre que du point de vue chinois, les principaux défis, ils sont avant tout internes. Et ça, je pense que même si on parle beaucoup des États-Unis, 90% de l'attention des décideurs politiques chinois, il est sur l'interne. Il est sur le maintien de la stabilité, comme ils le disent, c'est-à-dire le Weiwen, le maintien de la stabilité sociétale. Il est sur la poursuite de la légitimité et de l'autorité du parti. Et ça, c'est ce qui occupe les dirigeants chinois. Je vous invite à lire le discours de Xi Jinping de janvier 2018 au nouveau cadre du parti, dans lequel il dit que le principal ennemi pour le Parti communiste aujourd'hui, ce n'est pas les États-Unis, c'est le parti lui-même. Et c'est le risque d'un manque de cohésion au niveau des élites qui risque d'entraîner la chute du parti. Et il fait référence notamment à l'Union soviétique en disant que l'effondrement de l'Union soviétique est avant tout dû au Parti communiste de l'Union soviétique lui-même, plus que de la pression américaine. Et donc ça m'amène sur les questions environnementales. Elles sont perçues évidemment de plus en plus comme une menace, mais ce n'est pas du tout nouveau. Pour ceux qui ont vécu à Pékin depuis ces dernières années, on a bien vu l'amélioration de la situation à Pékin, il faut être très clair. La ville reste polluée, mais beaucoup moins polluée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, la principale priorité de la société civile, c'est surtout cette question de la pollution, bien plus que la question du changement climatique. Pour être très honnête, c'est l'amélioration de la qualité de l'air qui fait des millions de morts chaque année en Chine. C'est d'éviter ce qu'on appelle l'airpocalypse. C'est le terme qu'on utilisait souvent à Pékin. Et donc, vous avez énormément de choses qui sont faites en Chine. Ça prend du temps et c'est normal. Et la Chine ne pourra pas atteindre en 5-10 ans ce que nous avons mis des décennies à atteindre. Donc, l'objectif officiel, c'est 2030, le pic des émissions, 2050, net zéro, c'est-à-dire émissions nettes de zéro de carbone. Ça prend beaucoup de temps. La Chine fait des efforts, mais c'est extrêmement compliqué. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas oublier que les Européens ont non seulement une responsabilité, mais peuvent faire mieux. Aujourd'hui, quand on voit les Australiens, les Canadiens, les Américains, les émissions par habitant sont extrêmement élevées. Nous devons faire beaucoup mieux. Alors, les Français en Europe s'en sortent, entre guillemets, mieux que les autres, bien mieux que les autres. Mais je pense que les Européens ont aussi un rôle à jouer. C'est très bien de demander des choses de la Chine, et on le fait souvent. C'est très bien de critiquer la Chine sur certains aspects quand nos intérêts sont menacés. Mais il y a toujours la question, on en revient au débat d'avant, qu'est-ce que nous on peut faire et quels sont nos leviers que nous avons. Demander aux autres de faire quelque chose, c'est très bien, mais quand on a des leviers, il faut aussi penser à les activer. Merci Sylvie, vous êtes ambassadrice tant à Moscou qu'à Pékin sur la question est-ce que Moscou peut bénéficier de cette surcroît de challenge entre Pékin et les États-Unis ? Kissinger, on l'a dit, recommandait de s'allier à la puissance plus faible contre la plus forte, mais j'aurais tendance à dire too little, too late, trop peu et trop tard, parce qu'entre-temps, ce partenariat entre ces deux puissances qui sont victimes de sanctions internationales, la Chine plus récemment que la Russie, qui a subi à peu près 1000 sanctions américaines, avec aucun effet sinon de renforcer le nationalisme. Et les Russes me disaient, quand j'étais encore à Moscou, il n'y a pas très longtemps, que finalement, on pourrait ériger une statue à la gloire de Trump pour le renforcement de l'amitié sino-russe, qui, comme je disais toujours tout à l'heure, n'a pas existé. Donc l'idée aujourd'hui d'éviter de lancer les Russes dans les bras des Chinois, je crois que c'est un peu tard. Et pourquoi ? Et là aussi, pas pour des raisons idéologiques, simplement les deux pays ne veulent pas d'ingérence dans leurs affaires intérieures, parce que après tout, la promotion de la démocratie, c'est autant d'ingérence que quand c'est chez nous, la promotion ou du modèle chinois ou des attaques cyber. Donc il faut aussi savoir se placer, se mettre à la place de l'autre, même
si on est en désaccord. Donc je pense qu'aux Nations Unies, dans différentes enceintes, ils resteront sur la même position. D'ailleurs, bon, il y a des sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. La Chine n'a pas soutenu la Russie sur la Crimée, par exemple, mais ça n'a pas d'importance. Je crois qu'aujourd'hui, et malheureusement, on est en train de se diriger un petit peu vers des blocs antagonistes. Donc je pense qu'il faut se rapprocher de la Russie, mais il faut éviter cette illusion de se dire qu'on va les détacher de la Chine, parce que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et en tout cas, si on veut le faire, il faut éviter de le dire publiquement, comme on a un peu trop tendance à le faire. Merci. Alors, grâce à la rapidité des orateurs et de ceux qui ont posé des questions, on peut faire une deuxième vague. Je propose on est à 2-1, donc on va égaliser, prendre une question de ce côté-là. Oui, bonjour. Je veux juste savoir ce que pesait dans la relation sino-américaine le poids de la dette publique, qui à un moment, enfin, on entendait ça dans le temps, le fait que la Chine détenait une partie de la dette publique américaine. Et savoir si aujourd'hui, parce qu'il y avait une espèce de relation... Okay, donc les moyens de pression que la dette américaine envers la Chine peut donner à Pékin. Très bien. Si aujourd'hui ils peuvent s'asseoir dessus, en fait, ou pas. D'accord. On va une autre question. Ça marche. Bonjour. Voilà, je voulais. On a vu là ces dernières années comment la Chine, en des dizaines d'années, s'est approprié les terres rares et a vraiment gagné ce marché. Enfin, ils ont quasiment le monopole. Et aujourd'hui, on voit, je trouve, en tout cas, avec ce qui arrive avec le Covid, on voit beaucoup les pénuries qui sont visibles et qui n'auraient peut-être pas été visibles avec cette situation de Covid et puis de difficultés de transport maritime. Et par exemple, en France, on se retrouve avec une filière du bois qui est en vraie difficulté aujourd'hui parce qu'on se rend compte que les Chinois nous prennent tout notre bois et toutes nos ressources, tout comme ils l'ont fait pour les terres rares. Et ma question, c'est comment est-ce que nous, Français, on va réagir à ça? Tant que ça se passait très loin, on était plus ou moins OK. Mais maintenant qu'on se fait piller, en fait, on se fait piller nos ressources comme des pays en développement. Et comment est-ce qu'on réagit à ça? Et comment est-ce que ça va bouger dans les relations franco-chinoises? Voilà. OK. Merci. On a le temps d'une dernière question. Donc, je ne sais pas qui a le micro. Voilà, très bien. Bonjour. Je voulais savoir si, par exemple, le Vietnam ou l'Inde pourraient être des plans B ou des bases arrières à l'image de Taïwan si Taïwan redevenait idéologiquement dans la sphère d'influence de la Chine, notamment sur la question des semi-conducteurs. D'accord. OK. Bart, sur la dette ? Sur la dette, effectivement, c'est une question qui nous rappelle à quel point la situation actuelle entre la Chine et les États-Unis n'est pas comparable à la confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique, parce qu'il y a effectivement cette question financière, cette question économique qui vient s'inviter dans la relation entre les deux pays. On parlait beaucoup d'interdépendance, encore ces dernières années, entre Chine et États-Unis, pour, d'une certaine manière, éloigner la perspective d'une confrontation ou d'une compétition planétaire. On a même parlé, dans les années 2000, d'un G2, comme si les deux pays s'associeraient potentiellement pour présider aux destinées du monde. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ça devient des armes, ça devient des moyens de pression, des leviers, effectivement, et puis ça devient aussi et surtout une relation qui nous invite à repenser cette interdépendance. On constate tout simplement que les leviers côté américain sont essentiellement d'ordre stratégique, et on le voit avec les configurations qui se mettent actuellement en place, parce que les États-Unis conservent évidemment un avantage considérable dans ce domaine. En revanche, sur tout ce qui touche à l'économie et au poids de l'économie, la Chine va s'appuyer sur un arsenal de plus en plus puissant, qui est non seulement quantitatif, avec, oui, le poids de la dette, mais aussi avec un certain nombre de partenariats dont on n'a pas encore parlé, mais qui me semble important, notamment le RCEP, qui associe les économies asiatiques. Alors, pas autour de la Chine, il faut le rappeler, bien évidemment, ce n'est même pas une initiative chinoise, mais la Chine fait partie de ces différents mécanismes. Et donc on voit une véritable asymétrie finalement dans les priorités entre Washington et Pékin, et ça me conduit à estimer que nous ne sommes plus dans une situation d'interdépendance, mais de dépendance qui est plutôt sectorielle ou qui va être délimitée selon les domaines entre l'économie et le stratégique. Merci Bart. Agnès, sur les terres rares ?
Oui, alors sur les terres rares, la question en fait est plus une question de volonté d'exploiter les gisements existants et bien plus grands qu'on ne le dit souvent sur son propre territoire que d'accaparer la production. Les Chinois possèdent des terres rares et veulent bien apporter à l'environnement tous les dégâts que leur traitement fait à l'environnement et du coup en produisent. Ils étant quasiment les seuls à bien vouloir payer ce prix de leur environnement, ils sont détenteurs de la plupart des terres rares et d'ailleurs s'en sont servis comme arme politico-économique contre le Japon à l'occasion. Il en existe ailleurs. Il en existe en Europe, il en existe en France, si je ne m'abuse. Et il y a actuellement un certain nombre de réflexions sur quels seraient les prix environnementaux acceptables pour les sociétés européennes, pour les pays européens, pour exploiter sur notre propre territoire ces terres rares. De quelle manière ça pourrait techniquement être fait. Enfin, c'est à la réflexion. C'est typiquement le genre d'exemple très pragmatique sur lequel il me semble que la demande de la société civile européenne peut avoir une influence poussée à ce genre de réflexion. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a un plan B, notamment en Asie, à la Chine ? Je dirais que les trois questions avaient le même point commun de parler de la question de la diversification. Les Chinois, ils ont aujourd'hui, comme des bons investisseurs, diversifié leurs investissements et ils ont réduit la part des bons du Trésor américain dans leurs réserves. Ça, c'est très important. La diversification, c'est celle des terres rares aussi. Le problème des terres rares, c'est que nous avons nous-mêmes suivi des logiques de marché qui fait que la Chine a produit des terres rares moins chères, donc nous les avons achetées en Chine. Ça pose la question de la logique de marché, logique de vision stratégique. Il y a des alternatives potentielles à la Chine, sauf que ça coûtera plus cher et ça prendra un peu de temps. Mais ce n'est pas impossible. Donc on n'a pas une dépendance qui s'inscrit dans le temps long et qui est incontournable. Le troisième point, et j'en reviens évidemment à la question de la diversification des différents partenaires commerciaux, etc. Aujourd'hui, l'Inde n'est pas en mesure d'être un géant dans les semi-conducteurs. Taïwan est un acteur extrêmement important. La Corée du Sud, évidemment. Je pense qu'en dehors des semi-conducteurs, la logique aujourd'hui, c'est de diversifier. Et ça, c'est ce qu'ont fait les pays de la région, en fait, depuis déjà quasiment 10 ans. Nous, on parle beaucoup d'Indo-Pacifique maintenant, mais quand on prend ce qu'on appelle la New Southern Policy de la Corée du Sud, quand on prend la New Southbound Policy de Taïwan, la logique est toujours la même. Il faut réduire notre exposition au marché chinois. Ça ne veut pas dire qu'on n'échange plus avec la Chine. Ça veut dire qu'on réduit la part de la Chine ou on limite au maximum la part de la Chine dans nos échanges commerciaux et on va se tourner vers des pays à fort potentiel de croissance. C'est le Vietnam, c'est l'Inde, c'est les pays d'Asie du Sud-Est en règle générale. Et là-dessus, disons que même si les Européens et les Américains sont souvent présentés comme une grande stratège, des pays comme les Australiens, entre guillemets, pas toujours très stratèges, mais les Japonais, les Coréens, etc., ont mis en avant depuis déjà de nombreuses années des stratégies de diversification. Et il est temps évidemment que les Européens prennent évidemment la mesure et accélèrent des stratégies qui, il faut être très clair, ont quand même déjà commencé, mais qui peuvent évidemment s'amplifier. Sylvie ? Moi, c'est juste un mot de commentaire, un peu un mot final. Le Covid a été la négation absolue de la diplomatie. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus de voyage, plus personne ne se comprend. Et chacun, derrière son écran, définit des positions un petit peu idéologiques. Donc la Chine est malheureusement fermée pour le moment, parce qu'elle avait fait aussi le choix du zéro Covid. Elle a mieux géré la crise en 2020. Nous la gérons sans doute mieux en 2021. Mais peu importe, je crois que ce qui est absolument urgent, et ça vous concerne aussi, c'est de reprendre les contacts avec les Chinois, c'est de voyager de nouveau en Chine et de ne pas seulement avoir les visions portées par les médias. Voilà, c'était ma conclusion. On peut pas, tout le monde, beaucoup sont allés aux États-Unis. Aujourd'hui, la Chine est en passe de devenir la première puissance mondiale. Donc, il faut la connaître. On peut la critiquer, mais il faut aussi essayer de la connaître et de la comprendre. Merci. Je crois qu'il y avait un point commun entre les 4 intervenants, c'est leur connaissance du sujet, leur talent. Il y avait une diversité, c'est celle de leur opinion. Merci à tous.